Un des enjeux de cette journée, c'est de montrer que les choses sont possibles, mais aussi que les choses existent déjà. Donc, dans cette session qui va nous conduire à la deuxième partie de matinée, nous avons sélectionné 4 bonnes pratiques, 4 acteurs qui vont vous partager des expériences en matière d'éducation, de formation, d'apprentissage. Et on les a exprès choisis issus d'environnements complémentaires, différents et complémentaires. Tout d'abord, vous allez avoir Sandrine Legendre, qui est enseignante d'éducation physique au lycée, à la cité scolaire Lacanal de Sceaux, donc en région parisienne. Je dis cité scolaire parce qu'effectivement, c'est à la fois collège, lycée et classe prépa. Donc on a une continuité pédagogique de la 6e aux classes prépa qui est très intéressante pour peu qu'on sache quoi faire avec ces ouailles. La deuxième intervention sera cette fois-ci une intervention universitaire. Clémence Carfentan va nous parler des formations STAPS et notamment de la formation EcoSTAPS sur laquelle il planche depuis quelque temps déjà. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Olivier Laplanche, qui est le directeur pédagogique du master spécialisé à Audencia. Et enfin, Christophe Lepetit, qui a posé une question tout à l'heure, qui lui interviendra au nom du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, pour nous parler d'une formation bien particulière, qui est une formation expérimentale par rapport justement aux problématiques de durabilité, la formation de Stadium Manager. Je cherche Marie Liès, qui est la gardienne du temps. Vous le savez, tous les intervenants vont disposer à partir de maintenant de 13 à 14 minutes maximum pour laisser le temps éventuellement pour un commentaire ou une question. Dans les starting blocks, Sandrine, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, Didier m'a présenté, je suis professeur d'EPS en cité scolaire. Donc c'est important parce que je suis en fait sur 3 établissements, collège, lycée et classe préparatoire, qui ont de l'EPS chez nous parce qu'on se bat pour ça. Ça veut dire qu'un enfant est susceptible de rester 9 ans avec moi. Hier, je parlais d'endoctrinement à l'éducation, à l'éco-responsabilité. S'il passe 9 ans avec moi, il en entend beaucoup parler. Je suis professeure du coup dans une grande équipe de 10 enseignants d'EPS. C'est important parce que je me suis très vite aperçue que pour avoir moi aussi erré seule dans le désert, si vous parlez d'éco-responsabilité juste aux élèves que vous avez sous la main dans votre classe et qu'après ils passent avec un collègue et qu'ils n'entendent plus parler, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est important d'être avec des collègues à qui vous partagez votre point de vue et que vous arrivez à convaincre sur vos bonnes pratiques. En tant que professeure d'EPS, je suis aussi animatrice à l'association sportive et en ce sens formatrice de jeunes éco-responsables. Donc les jeunes éco-responsables, c'est ceux qui décident de s'engager pour l'environnement au sein de leur association sportive, dans les cours du mercredi après-midi, du midi, les compétitions, mais aussi en dehors quand on va, par exemple, sur les championnats académiques, sur les championnats de France, en tant qu'organisateur. Je suis membre de la Commission mixte nationale développement durable, c'est-à-dire que je participe au groupe de réflexion sur tout ce qui est mis en place sur l'éco-responsabilité dans les cahiers des charges des championnats de France, les cahiers des bonnes pratiques. Voilà, donc on monte à la fois par l'AS par en bas et on descend au niveau du national par en haut pour rayonner sur le plan académique, départemental et national. Dans ma cité scolaire, il y a quand même 2500 élèves. Je ne les vois pas tous, mais ils entendent, eux, beaucoup du coup, parler de nos actions. Et je suis référente développement durable de la cité scolaire et à ce sens formatrice des éco-délégués et des éco-élèves. Alors j'explique, un éco-délégué, c'est un enfant qui est élu par sa classe, comme les délégués, pour faire remonter les projets sur le développement durable qui sont proposés par la classe. Et c'est aussi celui qui fait redescendre les actions qui sont décidées sur l'établissement pour informer ses camarades. Et bien les éco-élèves, en fait, on s'aperçoit que plus on avance, donc l'élection des éco-délégués, c'est quelque chose qui est obligatoire maintenant, plus on avance, plus on a des enfants qui veulent s'investir et qui ne sont malheureusement pas élus. Donc on s'est dit, il ne faut pas les refuser ceux-là, et on a créé le concept d'éco-élèves. Donc ils n'ont pas ce rôle envers leur classe d'informer ou de faire remonter les projets, mais ils peuvent s'engager dans tout ce que l'on propose.
Donc, EPS et développement durable, oui, mais pas que. Je vous l'ai dit, si on est seul, hein, c'est comme Antoine Dupont, s'il est tout seul, il ne marquera pas les essais, il a besoin de ses coéquipiers. Nous, si on est seul professeur d'EPS, ou même juste avec notre équipe, ça ne suffit pas. Alors, je ne vais pas vous parler, ce qu'on disait tout à l'heure, de toute la sensibilisation. Les professeurs d'EPS sont assez en avance sur tout ce qui est respect de soi, respect des règles, respect de l'autre. On travaille sur le harcèlement, parce qu'on parlait tout à l'heure aussi de l'environnement social et humain qui est indispensable. Ça, ils ne m'ont pas attendu. Hein. On a toujours travaillé sur ces valeurs. Maintenant, on est beaucoup sur l'égalité filles-garçons. Ce n'est pas gagné en EPS. On n'a pas les mêmes barèmes, on n'a pas les mêmes capacités. Par contre, on glisse quand même sur le plan environnement de plus en plus de contenu. Alors nous, on est en milieu urbain, même si on a un petit parc. C'est vrai que par rapport à Karine qui va parler tout à l'heure, elle est plus en contact de la nature. Néanmoins, au sein de l'équipe d'EPS, on doit avoir une réflexion collective sur le matériel, qu'on achète de plus en plus d'occasions, de deuxième main, qu'on redonne ou revend aussi à d'autres professeurs d'EPS quand on change d'activité. Tout à l'heure, j'ai rencontré Valentin d'Écologique qui a pris contact avec moi pour le matériel qui est pu utiliser, qu'on peut aussi recycler, qui va être réparé. Donc je suis ravie parce que là, j'en ai parlé à l'équipe. Hein. Aucune décision n'est prise que par moi, tout est pris en équipe. Le matériel va repartir pour être réutilisé, réparé dans d'autres établissements. C'est aussi des prises de décision par rapport au chauffage. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été confrontés aux établissements où il fait 6 degrés en hiver, où on met des chauffages pas du tout éco-responsables pour pallier, pour pouvoir pratiquer. Et autant on a des enfants éduqués à fermer les portes chez eux, autant quand ils arrivent à l'école, ils oublient tout. Et les profs aussi, ils laissent les lumières allumées. Donc tout ça, c'est un travail de tous les jours. Réapprendre. Nous, ils n'ont jamais réussi à éteindre la lumière des vestiaires, même s'il y a des affiches partout, il y a des autocollants. C'est pas grave. L'équipe EPS a pris la décision de mettre des minuteries dans les vestiaires. Comme ça, c'est réglé. Sensibilisation sur les déchets, sur l'eau, c'est du bon sens. L'équipe EPS, elle est aussi engagée sur les journées d'intégration. On a déjà fait un événement éco-sportif pour accueillir toutes les classes de seconde. Vous imaginez 10 classes de 36 à 38 élèves, toute une journée sur un éco-games géant. Ça permet aux autres professeurs des autres disciplines qui ne voient pas le rapport entre sport et développement durable de voir que, ah oui, en EPS, on peut faire quelque chose et ça donne envie d'y participer. On a 3 jours d'intégration en 6e. Pareil, l'éducation et le développement durable est au cœur de tout. Exemple, on doit toujours venir avec sa gourde. T'as pas ta gourde, tu bois pas. Eh ben, on apprend très vite, on revient avec sa gourde la fois d'après. Nous, on nous a distribué des bouteilles d'eau et des gobelets en début d'année sur le lieu d'accueil. On a refusé devant les élèves qui n'avaient pas leur gourde. Alors évidemment, ils se prêtent les gourdes, après ils boivent en Wi-Fi, ils arrivent à s'organiser. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, à l'association sportive, il n'y a plus un enfant qui n'a pas sa gourde, parce qu'ils ont compris que quand on faisait du sport, on avait besoin de boire. Donc c'est une éducation peut-être un petit peu radicale pour certains, mais ils s'en sortent bien. L'équipe EPS, pareil, à la S, on s'est organisé pour avoir des éco-cups quand on reçoit des gens, parce que pour le coup, ils n'ont pas forcément de gourde. Pour faire des goûters éco-responsables, vous ne pouvez pas avoir un professeur qui demande, quand on fait un goûter à ses élèves, de faire des petits gâteaux faits maison, et puis à côté avoir le collègue qui sort le paquet de chips et le Coca-Cola. Donc c'est encore des décisions d'équipe. On mutualise les transports, voilà. Et ça, c'est l'équipe EPS, tout ce qu'on peut faire, mais il ne faut pas négliger, bien sûr, les autres professeurs. Alors, on croit toujours que le développement durable à l'éducation nationale n'appartient qu'aux professeurs de SVT et un petit peu d'histoire géo, parce que ça fait partie de leur programme. Il faut savoir que dans tous les programmes, quelles que soient les disciplines, on nous demande d'éduquer au développement durable. Après, on vous laisse un petit peu avec ça. Vous êtes assez démunis, même s'il y a des outils qui commencent à se créer. Donc, nous, on essaye de partager au maximum nos outils avec les collègues des autres disciplines et des autres établissements. Il faut aussi travailler avec les agents. Hein, quand on veut des repas, des alternatives végétariennes, ça se décide avec le cuisinier, voilà, avec les techniciens. Il faut convaincre son intendant. Chez nous, on a un intendant qui n'est pas forcément convaincu. Mais tant qu'on lui propose des projets qui ne coûtent pas d'argent, finalement, aujourd'hui, il nous dit toujours oui, parce qu'il peut bloquer. Il faut convaincre sa direction.
Alors ça, c'est hyper important parce que le chef, c'est celui qui vous autorise à organiser vos événements. C'est celui qui vous donne l'autorisation d'aller suivre une conférence. Et une fois qu'ils sont convaincus, pardon, c'est un oui pour tout. Donc ça, nous, on a 4 chefs. Le chef du collège, le chef des lycées, le chef des prépas, et puis on a le grand chef. Donc, par exemple, chez nous, le grand chef, il est arrivé en septembre. Je lui ai expliqué tout ce que je faisais sur le développement durable en quelques minutes. Il m'a dit « ouais, ok, c'est sympa, c'est bien ». Puis il a vu les élèves en action. Et au dernier conseil pédagogique, à ma grande surprise, il a annoncé à toute la cité scolaire, à tous les enseignants, qu'il avait un nouvel axe pour le projet d'établissement et qui devait être prioritaire, c'est l'éducation et le développement durable. Donc en 3 mois, avec les élèves, on a réussi à le convaincre. Donc c'est vraiment important. Les élèves, il n'y a pas besoin de les convaincre parce qu'eux, ils sont hyper partants, ils sont hyper ouverts. Je disais hier, c'est ceux qui nous donnent le plus d'optimisme. Ils ont envie de faire des milliards de choses. Alors, tout n'est pas possible. Par contre, il faut qu'on soit nombreux à les accompagner. Là, je vois le CVL, comité de vie lycéenne, ils ont pris les initiatives de se rapprocher de l'UNICEF, de faire une grande friperie solidaire, d'en donner une partie justement pour tout ce qui est équipement sportif et puis l'autre pour les populations défavorisées. Donc les élèves, ils sont toujours partants, ça c'est pas de problème. Ici, il n'y a peut-être pas beaucoup d'enseignants, mais il y a sûrement pas mal de parents. Les parents, ils ne savent pas qu'ils peuvent s'investir dans l'école sur ce plan-là. Donc, il faut aller les chercher. Nous, on a de la chance. On a un parent qui est référent développement durable au CNRS. Donc, lui, je lui ai mis le grappin dessus. Il vient nous faire des interventions. Il faut absolument que les parents entrent dans l'école par ce biais. Ils entrent beaucoup dans l'école sur d'autres biais, mais on les oublie sur le développement durable. Il faut se rapprocher des enseignants qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est important, parce qu'ils ont plein d'idées. Et on n'est pas en concurrence les uns contre les autres. Au contraire, l'idée, c'est que tous, on progresse. Et il faut leur donner nos idées, il faut leur prendre leurs idées. Nous, on s'est même rapproché des correspondants allemands. J'en reparlerai après, parce qu'à l'étranger aussi, ils font les choses très différemment de nous. Et c'est une grande richesse. Et enfin, par rapport à l'UNSS, il faut se rapprocher des directeurs sur le plan départemental, académique et national. Nous, notre établissement, on a été identifié avec nos jeunes éco-responsables. Ils savent que s'ils veulent organiser un événement éco-sportif, ils font appel à tous nos jeunes éco-responsables. Donc, c'est hyper important d'être dans cette transversalité. Il ne faut pas juste un prof de PS, il faut une équipe EPS, il faut une équipe enseignante, il faut une équipe avec les parents, avec les élèves, avec les agents et avec tout ce qui nous entoure dans le système éducatif. Au départ, donc maintenant ça fait déjà 10 ans qu'on est sur cette éducation à l'éco-responsabilité. Les premiers dont on a parlé à l'éducation nationale, ce sont les jeunes éco-responsables, donc c'est par l'UNSS. Puis après, on a commencé à parler des éco-délégués. Au début, comme j'étais seule, chez nous, tous ceux qui se sont présentés comme éco-délégués, c'était les jeunes éco-responsables de l'ES gymnastique qui étaient avec moi. Aujourd'hui, ça y est, les éco-délégués sont entrés dans le sens, on a un gros vide sont entrés dans le vivier. On a vraiment... ça fonctionne dans les deux sens. Nos éco-délégués, on les fait devenir jeunes éco-responsables. Nos jeunes éco-responsables, on les fait devenir éco-délégués. Et il faut donner à manger à tout le monde parce qu'ils n'ont pas tous envie de faire les mêmes choses. Donc, au lycée, on est plutôt sur la formation, sur les perturbateurs endocriniens. On est maintenant centre de formation sur la fresque du climat. Donc, on a des élèves qui vivent tous la fresque du climat. Et maintenant, on a des animateurs de la fresque du climat. Là, on a des conférences sur les océans. On a des enfants qui sont plus introvertis, qui sont à la recherche de connaissances, mais qui préfèrent travailler plus dans leur coin. Là, c'est ceux de la communication. Eux, ils vont être sur le site internet, ils vont créer des belles affiches. On a un côté artistique. Là, j'ai un étudiant en prépa, en BL, qui va me faire un article de presse. Ils sont au top sur les réseaux sociaux. Ils nous créent des sondages, par exemple, chez nous, sur les alternatives végétariennes. Ils ont plein d'idées. Et après, ils veulent agir, c'est-à-dire recevoir des connaissances. Ils en reçoivent toute la journée à l'école, mais ils nous disent, nous, on veut, qu'est-ce qu'on peut faire, notre petite part du colibri, on veut agir. Donc, ils deviennent animateurs des éco-games dans l'école, en dehors de l'école, sur les championnats de France. On était sur les championnats de France à Aviron il y a quelques semaines. C'est nos élèves qui ont animé. Ils animent la fresque du climat. Ils organisent leur semaine du développement durable avec toute une partie éco-sportive parce qu'ils ont toujours une prof de PS à côté d'eux. Donc, des balades vertes.
On a la labellisation E3D niveau 3, ça nous ouvre énormément de portes. Parce que, je parlais tout à l'heure de l'intendant, il accepte tout si c'est gratuit. Vous avez les conférences gratuites, vous avez les ateliers. On a eu un atelier sur les perturbateurs endocriniens avec les enfants. Donc ça, c'est super important que les établissements s'engagent et le fassent savoir. On participe à tous les concours. On a gagné le concours Éthique Action. Là, on vient de gagner un concours sur les courts-métrages sur les nuisances sonores. On participe au concours Médaille, Cubes, tout ça. Et on propose, je disais, des ateliers comme Inventons nos vies bas carbone, des ateliers sur le commerce équitable. Voilà. Et nous, on a fait créer, grâce à un de ces concours, le concours Hackathon, une Vitacyclette. Les enfants ont créé leur propre ergocycle avec la recyclerie sportive. Ils ont assemblé 3 vélos. Alors, on avait un expert qui nous a aidés. C'est parti d'un constat sur le gaspillage alimentaire. Et on s'est aperçu qu'on vient d'un milieu très favorisé. Les enfants jetaient leurs fruits, leurs cerises à la poubelle parce qu'ils n'avaient plus faim en fin de repas. Donc on a dit stop, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qu'on va faire pour pas leur faire trop la morale et leur faire comprendre? On a mis des bacs de tri à la sortie de la cantine et tous les fruits on les a récupérés. Et puis maintenant régulièrement ils viennent pédaler sur l'ergo smoothie qu'ils ont construit. Et ils font leur petit smoothie, ils partent avec leur petit jus. Et voilà, ça parle beaucoup aux enfants. Et cette Vitacyclette, du coup, on nous demande de l'animer à l'école, mais aussi en dehors de l'école, on a d'autres éco-délégués qui viennent voir comment ça se passe pour en construire une chez eux. Donc nos élèves deviennent source d'exemples, source d'inspiration, c'est formidable. Je vais terminer sur un petit projet transdisciplinaire. Cette année, c'est l'année mondiale des océans, peut-être vous le savez. On a créé un projet sur toute l'année où on fait des conférences sur les conséquences du dérèglement climatique sur le climat et la biodiversité. Ça s'adresse à tous, mais c'est les collégiens qui viennent principalement. Ils vont vivre une fresque océane. Ils sont en train de rechercher des fonds, parce qu'on explique aussi parce qu'il y a un petit voyage à la fin de l'année, faire un voyage, c'est pas papa et maman qui le payent, et puis on part comme ça, on s'investit. Donc demain, ils vont encore vendre des gâteaux, ils vont aller jouer de la musique, voilà, ils ont plein de petites actions, ils vont faire une tombola solidaire pour payer leur voyage éco-sportif. On a une actrice, Séverine Vasselin, qui était aux derniers états généraux, qui va venir montrer son long métrage sur le nettoyage des fleuves. Ils ont fait un baptême de plongée et puis en fin d'année, ils vont partir sur un voyage où ils vont faire du plugging sur le sentier du littoral, des randonnées aquatiques pour découvrir la Posidonie qu'ils ont étudiée avec ces conférences, voir le musée du sport et l'expo Sport Planète, aller au musée océanographique et participer à l'atelier Stop Pollution. Voilà. C'est un voyage éco-sportif qui conclut tout un travail de toute une année. En conclusion, j'ai presque fini. Clairement, seul, on ne peut rien ou pas assez. Et ce n'est pas juste en cours de PS que les choses vont changer. C'est avec la transversalité qu'on va mettre dedans, avec tous les acteurs, avec les profs, avec les élèves, avec les parents. Il est important de s'appuyer sur nos élèves ultra motivés. Vraiment, c'est ceux qui vont nous amener toute cette touche de positivisme. Le nerf de la guerre, ça peut être l'argent. Donc la labellisation 3D, elle est importante. Le Pass Culture nous a un petit peu quittés là pour les musées, c'est compliqué. Il faut participer au concours. Il faut que les professeurs, ils soient aussi aidés parce que ça repose beaucoup sur du bénévolat. Hein. Pour moi, c'est 5 à 10 heures de travail par semaine. Même si j'ai obtenu quelques heures, on en est loin. Donc à un moment, on s'essouffle. Donc ça, c'est important de convaincre les chefs pour trouver des financements pour nous aider. On a des élèves super demandeurs et aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'élèves qui partent pour changer le monde après être restés avec nous. Et je vais finir sur un exemple. Fleur, que j'ai depuis la 6e. Alors, pas forcément en cours de PS, c'est la première année d'ailleurs que je l'ai en terminale. Elle a construit la Vitacyclette, elle a fait partie du projet, donc elle a construit à la sortie du Covid. Elle a commencé à organiser des éco-games, elle a été invitée donc, sur les championnats de France UNSS à faire des ateliers éco-sportifs, à parler du développement durable dans le sport et ce qu'elle fait à l'école. Elle a reçu à l'Assemblée nationale, au nom de notre établissement, le premier prix Éthique Action.
Elle est devenue animatrice référente de Agronomes Vétérinaires Sans Frontières dans l'école pour les classes de 6e, puis dans la ville de Sceaux, puis elle a été invitée sur Paris pour parler du commerce équitable. Elle a présenté aux correspondants allemands notre Vita Cyclette. Du coup, l'année d'après, elle a été invitée avec sa copine Colette à passer une semaine en Allemagne où eux, ils font carrément la semaine entière du développement durable avec plein d'ateliers. Elle venait d'être formée à la fresque du climat. Je lui ai dit, allez, on fonce, tu nous animes une fresque du climat en allemand, sachant qu'il connaissait pas bien. Elle s'en est sortie comme un chef. Et là, elle vient de se présenter comme éco-déléguée du CAVL, du congrès académique des éco-délégués, où elle a été élue éco-déléguée de tous les éco-délégués de l'Académie de Versailles. Et elle a décidé de partir faire Sciences Po à Nancy, Berlin l'an prochain, avec un échange franco-allemand pour essayer de changer le monde. Donc c'est pas rien, c'est une grande fierté. Voilà, sur la photo, vous pouvez voir Thomas Dutronc qui nous a remis le premier prix à l'UNESCO sur le concours du court-métrage. Tous les petits engagés, les petits collégiens qui viennent d'avoir leur baptême de plongée. En bas, c'est sur les championnats de France d'aviron. Et les deux qui tiennent la banderole UNSS Sport Planète, d'ailleurs Sport Planète que je remercie parce qu'ils ont aidé. On n'a pas beaucoup de financement, mais ils nous ont souvent aidés. Et voilà, elles étaient jury sur les projets de développement durable des autres établissements. Maintenant, cet établissement est pris comme référence, comme jury. C'est très flatteur. Merci beaucoup. C'est bon. Il n'y a pas le temps pour des questions. On va enchaîner, vous savez, le chronophile. Sandrine va être là toute la journée, l'ensemble des intervenants est là toute la journée, donc vous pourrez les attraper au moment des pauses ou au moment du déjeuner pour échanger avec eux et elles. Mais je vais tout de suite demander à Clémence Carfantan de nous parler cette fois-ci de l'Université des STAPS. Merci Sandrine. Eh bien, du coup, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter avant de commencer la petite présentation. Donc, je m'appelle Clémence Carfantan. Je suis engagée à l'ANESTAPS en tant que vice-présidente en charge du sport environnement et des friperies Sport Planète. Sauf que c'est un engagement bénévole et à côté, je fais encore mes études. Donc, je suis en master 2 politique publique et stratégie des organisations sportives. Et l'ANESTAPS, c'est l'organisation qui représente les jeunes dans le champ du sport et de l'animation. On est fédéré par une soixantaine d'associations STAPS et du sport de manière générale. Et à l'ANESTAPS, on est... le sport environnement, on ne va pas se mentir, c'est une thématique qu'on a commencé à traiter relativement récemment parce que ça doit faire 5-6 ans qu'il y a une personne en charge de cette thématique à l'ANESTAPS. Mais maintenant qu'on s'en est saisi, on essaye de pleinement s'en saisir et d'avancer dans cette thématique. Au début, c'était vraiment par des projets de sensibilisation, notamment pour nos associatifs et nos étudiants engagés. Puis on s'est dit qu'il fallait peut-être aller plus loin et notamment essayer de former nos étudiants et les futurs professionnels de demain directement dans leur formation, d'où le projet Transition EcoSTAPS. Et pour la petite présentation, du coup, on va faire en 3 petits points un peu rapides. La naissance du projet, donc pourquoi ce projet-là, la présentation de manière générale du projet, notamment la méthodologie qu'on a choisie, et ensuite la présentation des premiers résultats de l'enquête étudiante pour connaître les besoins et les envies aussi des étudiants sur cette thématique des enjeux sociaux et environnementaux. Parfait. Du coup, comment le projet est né, même si on y a beaucoup réfléchi en amont de sensibiliser, on était beaucoup sur la sensibilisation au début à l'ANESTAPS, il y a le rapport Jean Jouzel sur la sensibilisation et formé aux enjeux de la transition écologique et du développement durable à l'enseignement supérieur qui est sorti. Et dans ce rapport-là, qu'est-ce qui est dit? On dit qu'il faut du coup former les étudiants de manière générale à ces enjeux-là, mais comment c'est formé? C'est que 3 ECTS sur des formations transversales, donc commun à toutes les formations au sein de l'université. Donc c'est l'université qui décide un peu de quel module de formation il va mettre en place. Et après, il y avait 3 ECTS spécifiques à la filière, donc là spécifique en STAPS, où on pouvait aussi mettre, c'était à l'UFR de le mettre en place et de savoir qu'est-ce qu'on allait mettre dans cette ECTS, dans cette module de formation. Et nous, on s'est rendu compte que c'était très bien, c'était un premier pas, mais déjà 3 ECTS spécifiques à nos formations, ça reste très peu, et surtout que
il y avait peu de contenu aussi, de ressources sur cette thématique-là en STAPS et dans le champ du sport et de l'animation, et que ce n'était pas adapté ni à notre mention, enfin à notre filière STAPS, ni à notre mention, parce qu'en STAPS, il y a énormément de mentions, et du coup, l'objectif, c'était pour nous de voir cette thématique-là de manière transversale dans toutes les unités d'enseignement, dans nos formations, et très spécifique aussi à nos mentions, pour être vraiment formés sur ces enjeux-là et pouvoir être des professionnels de demain formés à ces enjeux-là et pouvoir agir concrètement pour un sport plus durable et responsable et avoir connaissance des enjeux sociaux et environnementaux. Donc du coup, parfait. Du coup, on a décidé de créer le projet Transition EcoSTAPS, qui est du coup initié par l'ANESTAPS à l'origine, afin d'intégrer les enjeux environnementaux dans nos formations en STAPS. Et pour cela, on s'est rapproché de la C3D STAPS, qui nous soutient et qui coporte le projet maintenant, et qui est coordonné avec Pauline Caille, Louis Ognon et Germain Féty, qui ont tout de suite été moteurs, parce qu'on avait fait une première réunion d'information lors d'un événement de la NESTAPS qui s'appelle la Semaine nationale du sport et de l'environnement, où on a essayé de rassembler pas mal d'enseignants, la C3D et des étudiants pour commencer le projet et savoir en gros qu'est-ce que vous aimeriez, comment on peut aborder ces thématiques-là dans nos formations, quelles sont les attentes, et essayer aussi de travailler par mention STAPS. Et ces 3 personnes-là ont été moteurs et ils nous ont aidés dans la méthodologie du projet, et surtout, vous allez le voir après, ils vont comporter ils vont accompagner notamment sur les ressources plus scientifiques, parce que on reste, moi à la NESTAPS, des étudiants, et on n'est pas spécialiste de manière générale sur ces enjeux-là. Et le projet, il est porté avec l'aide de tous les personnes bénévoles. C'est un projet 100% bénévole. Il n'y a personne qui est payé, que ce soit les enseignants ou nous-mêmes, c'est sur notre temps à part. Et du coup, on a un gros groupe d'enseignants-chercheurs, d'enseignants Prague ou de juste experts de la thématique qui nous aident dans le projet et on essaye de se réunir via des réunions tous les mois et demi pour avancer sur le projet. Et concrètement, le projet, c'est quoi? Comment on l'a pensé? C'était de pouvoir apporter des ressources aux enseignants pour qu'ils puissent intégrer ces enjeux-là dans leur formation et pouvoir après former les étudiants à ces enjeux-là. Donc l'objectif pour nous, c'était de créer des fiches connaissances et des fiches compétences sur plusieurs thématiques. Donc on travaille encore sur ces thématiques-là, identifier les thématiques qui sont les plus importantes et qu'on peut voir dans nos formations en STAPS. Et aussi, donc ça, en parallèle de ça, on s'est dit, ok, on crée des fiches connaissances, compétences, mais l'idéal, ça serait aussi de les intégrer dans nos fiches RNCP qui cadrent du coup nos formations pour que ça soit aussi une obligation pour tous les UFR STAPS de les intégrer. Donc les fiches RNCP au niveau master ont déjà été faites les années précédentes, et cette année, du coup, on change les fiches RNCP de licence, et c'est un travail qu'on fait notamment avec la C3D sur ça pour intégrer les notions d'environnement, transition écologique, développement durable directement dans les compétences et connaissances qu'un étudiant en STAPS devrait avoir à la fin de sa licence. Donc voilà, c'est un avancé, et c'est le travail de cette année le plus important. Donc il y a la création de fiches connaissances et compétences, et ensuite il y a des enquêtes étudiantes qu'on va avoir les premiers résultats juste après, et les enquêtes enseignants, c'était faire un premier état des lieux de ce qui est déjà fait, parce qu'il y a certaines UFR qui mettent déjà en place quelques modules de formation sur ces enjeux-là, mais surtout avoir les besoins des étudiants et leurs envies, et savoir s'ils se sentaient formés, s'ils voulaient être formés à ces enjeux-là, et savoir la conscientisation un peu de nos étudiants en STAPS par rapport à cet enjeu-là. Et à la fin, on a la volonté d'essayer de faire un rapport du projet de manière générale, où on rassemblera toutes les fiches connaissances, compétences, les résultats des enquêtes et toute l'histoire du projet. Évidemment, tout ça, c'est censé être, ça va être en open source pour que ça soit accessible à toutes et tous. Nous, on est très centrés sur notre formation en STAPS, mais on pense que ça peut servir à tous ceux qui aimeraient être formés sur ces enjeux-là, ou juste pouvoir le récupérer pour d'autres formations et voir un peu plus loin que notre formation en STAPS. Donc voilà pour la méthodologie. Et du coup, je vais prendre quelques instants pour présenter les
premiers résultats de l'enquête. Donc c'est une enquête qu'on a fait en parallèle qui est sortie cette année. Pour l'instant, je peux le mettre, on a 267 réponses et là on va la continuer jusqu'à la fin de l'année pour produire les résultats et faire le résultat général pour la rentrée universitaire donc 2025 en septembre. Donc là actuellement on a 13 universités qui sont représentées, donc c'est pas encore tous les STAPS qui sont représentés, donc c'est pas forcément très représentatif les résultats, mais ça reste un premier des premiers résultats et assez qui peuvent être quand même pris en compte. Et du coup, sur les premières questions, c'était vraiment ce que les étudiants estiment que les enjeux socio-environnementaux sont très importants pour eux. Et du coup, la réponse, c'est que 65,9% des étudiants estiment que ces enjeux-là sont très importants, de manière générale, pas forcément spécifique à la formation, mais juste qu'ils sont intéressés par ces enjeux-là. Donc c'est déjà un bon premier chiffre, ça reste plus de la majorité. Et quand on leur demande si ces enjeux-là sont abordés ou assez abordés plutôt dans leur formation, eh ben 74,1% disent qu'ils considèrent que les enjeux socio-environnementaux ne sont pas assez abordés dans leur formation. Donc il y a éventuellement un besoin sur cette thématique-là, et surtout quand on demande si pour eux ils considèrent qu'ils ont reçu une formation spécifique à ces enjeux-là, eh ben on dit que 77,5% n'ont reçu aucune formation ou n'ont jamais vu l'aspect de enjeux socio-environnementaux au sein de leur formation en STAPS. Donc il y a encore du travail à faire, parce que l'objectif c'est que ça soit 100% des étudiants en STAPS et qui sont formés à ces enjeux-là, qui ont au moins reçu un module de formation sur ces enjeux-là. Donc ces premiers résultats montrent que nous ne sommes pas formés du coup et qu'on est intéressé par l'être. Ensuite, les prochains résultats, c'est la notion de nécessité. Est-ce qu'ils pensent que c'est nécessaire qu'on propose des enseignements spécifiques à leur mention, à leur filière, sur les enjeux de transition écologique? Là, le chiffre baisse un peu, il est de 46,7%. On est un peu en dessous de la moyenne, mais ça montre quand même que, de manière générale, il y a une volonté pour une majorité d'étudiants, une petite majorité d'étudiants, à avoir la nécessité d'être formés sur ces enjeux-là. Et les dernières questions, le questionnaire est beaucoup plus long, mais là j'ai décidé de prendre quelques questions qui pouvaient être traitées, et surtout que je n'ai pas traité les questions par mention STAPS, qui aurait pu être intéressant parce qu'il y a des chiffres qui diffèrent entre différentes mentions. Il y a des mentions qui vont être plus formées que d'autres à ces enjeux-là. Là, c'est très général aux 5 mentions STAPS. Mais du coup, quand on pose la question, est-ce que j'aimerais être formé aux enjeux socio-environnementaux, du coup, il y a 63,8% qui indiquent que oui, mais que dans quelques enseignements. Donc, ils ne veulent pas forcément que ça soit transversal à tous, parce que dans les réponses, pourquoi, c'est que ça peut être trop lourd ou qu'ils n'ont pas envie d'avoir une formation 100% dédiée aux enjeux environnementaux. Mais il y a quand même 27,5% qui disent que oui, ils ont envie et qu'ils aimeraient avoir ce genre de formation, que les enjeux environnementaux soient intégrés et de manière spécifique, transversale à toutes les unités d'enseignement. Donc c'est des chiffres qui sont quand même très intéressants et qui montrent que le projet Transition Eco-STAPS doit être présent et qu'il a tout son sens d'être porté actuellement pour nos formations et pour nos étudiants. Du coup, il y a une autre enquête du côté plus des enseignants qui va être faite aussi cette année pour avoir plus le ressenti des enseignants, savoir aussi leurs difficultés et comment ils arrivent, eux, à intégrer déjà ces formations-là dans leur formation. Donc voilà, j'étais, je crois, assez rapide finalement. Mais c'est très bien, on me dit que j'ai respecté le timing. Donc voilà, merci à vous, n'hésitez pas si vous avez des questions en temps off. Merci beaucoup Clémence. La parole est désormais au troisième intervenant, je vous cherchais, installez-vous. Donc Olivier Laplanche qui représente Audencia, va nous présenter la réflexion d'Audencia sur les maquettes de formation. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. En effet, je ne vais pas vous parler que du Master MOS, mais je vais vous parler d'abord, on va zoomer sur le MOS, mais donc on parlera d'Audencia. Le témoignage le plus fort en préambule à mon préambule, le plus fort sur tout ce que je vais vous dire là, c'est le nombre d'intervenants qui sont venus au Master MOS présents dans la salle aujourd'hui.
Il y en a qui se reconnaissent, et il y en a, vous verrez vos logos. Je pense que ça dit beaucoup sur l'école et sur le Master MOS que vous soyez ici aujourd'hui dans la salle et pas ailleurs. Et encore une fois, merci. J'ai l'impression d'être à un comité de programme annuel avec vous. Mais c'est vraiment c'est très bon signe, je pense, pour tout ce qu'on se dit depuis hier. Juste, du coup, il y a quand même un préambule, c'est qu'évidemment, je vous parle d'une grande école, qu'on n'est pas les seuls, qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on n'a pas toutes les bonnes réponses. En tout cas, on essaie de se poser les bonnes questions, notamment quand on va parler de sport, mais pas uniquement, vous allez le voir, à l'échelle globale d'une grande école du top 10 de la CGE, de 7500 étudiants, depuis le bachelor jusqu'au master spécialisé, en passant par la grande école, bien entendu. Et dans l'idée, je suis ravi notamment de l'atelier auquel j'appartiens là tout de suite, c'est qu'on a besoin de cette multiplicité d'acteurs pour pouvoir être efficace, et c'est vraiment une bonne chose. Du coup, je vous l'ai dit, je vous parle d'abord d'Audencia parce que le Master MOS, il est bien au sein de cette institution. Et Audencia, voilà, quelques grands chiffres. C'est finalement un groupement d'écoles. On est quand même plus petit que certains énormes acteurs de l'enseignement supérieur privé. Mais on regroupe quand même la grande école, on regroupe Sciences Com, une école de communication et de journalisme. Et au sein de la grande école, on a les programmes Gaïa, et je vais vous parler des programmes Gaïa. Vous avez tout ce qui représente cette école, vous le voyez, et vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être vous-même passé d'une manière ou d'une autre chez Audencia. En fait, ce qui est important pour ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que la RSE, au sens large, pour aller vite, RSE chez Audencia, c'est pas nouveau, et c'est que c'est partout. Ça vient traverser aussi bien la direction des partenariats que les programmes académiques ou que la recherche. Et tout ça, ça fait au moins 10 ans que c'est institué, gravé dans le marbre. 10 ans, il y a des dates et des partenariats qui datent aussi, qui datent depuis 10 ans, et que l'éco-responsabilité notamment, mais cher à Karine aussi, tout ce qui est à travers plutôt l'échelle aussi individuelle et l'échelle de l'humain à travers le sport notamment, et l'aspect sociétal, tout ça s'est développé depuis 10 ans. Mes collègues en recherche, moi j'ai pas du tout un profil recherche, font des choses sur l'éco-responsabilité un peu partout dans le monde, fait vraiment des programmes de recherche assez fantastiques. Je vous invite à aller les rencontrer. Et en fait, ce qui est important pour nous en termes de pédagogie, pour la maquette dont je vais vous parler, c'est que le Master MOS fait partie, comme tous les programmes de la grande école, de ce que nous on a appelé en interne GIFT, le Gaia Improvement for Future Teaching. Et donc tous nos enseignements sont scrutés à l'aune de l'éco-responsabilité, de la durabilité à l'échelon individuel, à l'échelon humain, à l'échelon sociétal, à l'échelon environnemental. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on nous demande à tous les directeurs de programme, donc moi pour le programme MOS, c'est de chaque année évaluer comment nos cours de 24 heures vont parler de certaines thématiques proches de l'univers, donc Gaïa de chez Audencia, donc la RSE, et entre autres donc l'éco-responsabilité. Donc s'il y a des responsables de maquette ici, je vous montre ici quelque chose que vous connaissez. On zoome, je vous l'ai dit, vraiment sur le Master MOS. Là, voilà, le fameux syllabus d'un cours. Pour ceux qui sont dans le monde magique de l'enseignement, ça vous parle. Là, j'ai pris un très très bon exemple parce que c'est, non pas parce que j'interviens dans ce cours-là, mais parce que vous voyez le pourcentage qui est dédié sur 24 heures de cours au thème de la RSE et au thème pas du coup uniquement de l'éco-responsabilité, mais notamment de l'éco-responsabilité. Et donc l'ensemble des modules de cours de 24 heures de toute la grande école, de tous les masters spécialisés, de tous les Masters of Science d'Audencia, tout est évalué et avec une nomenclature bien spécifique. Et on a des cours évidemment sur de la finance internationale. On peut avoir une approche éco-responsable, mais c'est peut-être un peu moins présent. Mais en tout cas, l'ensemble de la faculté s'engage dans les 5 ans qui viennent à en faire de plus en plus. Donc que ce soit en gestion, en finance, dans les ressources humaines et notamment nous pour ce qui est du management du sport. Donc vous le voyez, chacun des départements de recherche de l'école, tous les enseignants ont validé des thèmes et donc on vient dire à quel pourcentage ces thèmes sont présents dans les cours. Et c'est donc dans ce spectre-là que le Master MOS se déploie, même s'il existe depuis 33 ans maintenant. Ça fait une dizaine d'années qu'on parle énormément de RSE et ça fait donc 2 ans qu'on est dans ce dispositif GIFT. Et donc depuis 3 ans, on a basculé, on a ouvert donc à l'apprentissage et vous voyez qu'on a eu donc un RNCP renouvelé
Et on dit MOS pour ceux qui le connaissent depuis 32 ans, parce que ROS, ça sonne vraiment pas bien quand on le dit ou quand on l'entend, mais on est officiellement sur un management responsable des organisations sportives. Et moi, depuis 3 ans, comme garant de cette maquette, le but du jeu, c'est de faire en sorte que ce R, ce ne soit pas juste du greenwashing, ce ne soit pas juste une 4e lettre dans un acronyme, mais qu'on retrouve partout, à tous les niveaux, la responsabilité quelle qu'elle soit. Et vous le voyez, pour nous, elle est approfondie et transversale, c'est-à-dire que si vous allez sur France Compétences, vous verrez qu'on a 5 blocs de compétences sur les métiers du management du sport, mais à chaque fois avec le prisme de GIFT que je viens de vous montrer. Et en plus, on a une des compétences bien spécifiques qui est au domaine de la RSE et dans le management du sport. Donc du coup, là, il n'y a rien de secret, c'est voilà, nos cours. Il y a des intervenants là donc, qui est intervenu, qui vous connaissez, vous reconnaissez le cours où vous êtes intervenu, ou les cours dans lesquels vous êtes intervenu. Mais en fait, ce qui est intéressant, du coup, au prisme de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, l'éco-responsabilité est... Moi, mon parcours fait que je suis encore plus sur l'échelle humaine, la santé. Et d'ailleurs, vous auriez dû tous vous lever à chaque fois qu'un intervenant montait sur scène. Je voulais vous le dire quand je prenais la parole, mais c'est trop tard. Mais levez-vous maintenant si vous le voulez. Moi, je suis plus spécialiste de ça, mais évidemment qu'il y a beaucoup de spécialistes qui viennent à parler de l'éco-responsabilité au sens très très large. Et donc, en fait, on va retrouver un petit peu partout dans ces cours-là, sur de l'événementiel sportif, sur de la communication dans le sport, sur le sponsoring, sur les partenariats, la finance dans le sport, on retrouve, je vous l'ai bien dit, on n'est pas à chaque fois 80 à 100% de RSE dans les cours, mais on est à minima, je crois, le cours où les fondamentaux de la finance, j'ai eu du mal à monter à plus de 30 à 40% pour le moment. Il faut que mon collègue qui s'en occupe essaye de mettre encore plus d'éco-responsabilité, par exemple, dans le traitement de la finance, dans le sport, pour pouvoir monter les curseurs. Mais en tout cas, sur beaucoup des cours, on est de 50 à 60%, et sur beaucoup des enseignements, on est de 80 à 100%. Et donc, on décline, évidemment, dans les cours en situation pédagogique habituelle, et puis on décline dans les études terrain, on décline dans les conférences qui sont organisées. Donc vous voyez, je vous l'avais promis, il y a certains logos que certains dans la salle reconnaissent, avec une longue histoire, notamment avec Sport et Citoyenneté. Voilà, dès qu'on a un choix de conférence au MOS, c'est rarement sur le PSG, c'est beaucoup plus, vous voyez, sur sport et seconde main, comme on a pu le faire il y a 2 ans, avec des acteurs assez impliqués dans le domaine. Le plus récent, il me semble, c'est cette année. J'ai ma collègue en marketing, pure et dure, hein, elle est la directrice du département marketing d'Audencia. Elle m'a demandé, sur ces 12 heures de cours ou 16 heures de cours, est-ce que je peux changer l'étude de cas? L'étude de cas, la première, pendant 3 ans, c'était quand même des chaussures réparables. Donc déjà, on est quand même pas mal dans une grande école. En tout cas, moi, je suis fier de mes collègues. Et elle m'a dit, est-ce que je peux parler du seul vélo dans le monde qui est en train de développer et qui est déjà vendu à 1000 unités avec des batteries sans lithium? Je dis, bah oui, allons-y, évidemment. Et donc, peut-être que certains connaissent la marque, vous l'avez ici en bas à gauche. Tout est assemblé à Orléans. Il essaie de faire venir le moins possible, de très loin, tous les éléments. Et il est venu avec 4 vélos faire essayer ça. Et donc, le but du jeu, c'était développer une communication, une stratégie marketing d'un vélo comme celui-ci, et non pas d'un vélo fabriqué à 100% en Chine et vendu ailleurs que sur le territoire. Donc voilà, on essaye vraiment sur des études terrain d'aller lister, par exemple, ça c'était l'année dernière, Purpose Driven Worldwide People Listing, c'était de voir qui dans le monde intervient sur les sujets qui a priori nous passionnent tous ici, pour voir qu'on n'est pas les seuls. Voilà, donc il y a tout un groupe qui est venu lister des acteurs. Le document est disponible si jamais vous le voulez. Cette année, c'est une étude terrain où toute la promo s'engage au service du bien commun. Un club de boxe en QPV à Nantes, à côté de la prison de Nantes, pas loin donc finalement d'Audencia, le campus historique. Et là, dans l'idée, on va aider ces acteurs locaux à se réinventer et à convaincre la municipalité de leur fournir, soit de refaire leur salle de boxe, soit de leur en fournir une nouvelle. Et du coup, évidemment, dans le cahier des charges de la promo qui devient finalement une promo de consultant, il y aura évidemment convaincre la ville de Nantes, et notamment à travers un équipement durable le plus possible par rapport à ce que vous imaginez, un vieux club de boxe, une vieille salle de boxe en QPV. On est loin de la durabilité pour le moment, et donc dans l'idée, on va essayer, il n'y aura pas que ça comme thématique, mais on va essayer de travailler dans ce sens. J'ai essayé de me dire aussi, voilà, en 360, le MOS et l'éco-responsabilité, c'est quoi? Donc tous les sujets en blanc
plaise encore plus à Karine Bloch présente dans la salle, parce qu'on est plutôt sur la partie humaine, sociétale du MOS. Depuis 10 ans, je suis allé prendre des thèses, donc des thèses pro, donc des mémoires de master spécialisés hyper intéressantes, avec vraiment, vous voyez en blanc, on est sur des sujets beaucoup plus sociétaux, et puis quand même en vert. Donc comme je l'ai dit, on n'est pas les seuls, mais je ne pense pas que dans les grandes écoles qui partent de management du sport, on ait autant de mémoires de fin de cycle aussi présents sur ces thématiques-là. Vous voyez, ça part depuis vraiment une dizaine d'années et ça remonte jusqu'à récemment. L'année dernière, j'ai un étudiant, enfin il y a 2 ans, mais le prix a été remis l'année dernière, un étudiant qui a remporté le prix du master de la Société savante de management du sport, et son sujet, c'était la RSE dans le rugby professionnel en France. Et c'est... je termine avec cette slide, c'est que dans l'idée, on essaye donc de former les étudiants sur un bac plus 6 en management du sport, avec ces thématiques-là en tête, comme vous le voyez. Mais l'idée, c'est, voilà, pour en faire quoi finalement, au-delà d'un diplôme pour eux, a priori de qualité, parce qu'on est toujours quand même plutôt bien évalué. On a des alumni qui restent et qui sont convaincus et qui ont un rôle dans le domaine soit de la santé, soit dans le domaine de l'éco-responsabilité. Je vous ai mis soit des profils, soit des programmes où travaillent à l'heure actuelle, et il y en a beaucoup d'autres évidemment. Tout le monde, beaucoup de gens ici connaissent notamment François Singer. François Singer est un alumni du MOS. C'est pas, voilà, je ne trahis pas un secret, il est le premier à le dire évidemment, et on en est très très fiers. Voilà, nos alumni sont soit impliqués dans des organisations qui, par définition, sont sur l'humain ou la durabilité. Et puis sinon, bien sûr, ils vont travailler dans des grandes marques, dans des grands groupes, où là, c'est peut-être plus compliqué de faire sa place et de pousser les sujets, mais nous, on les soutient, on met en avant tout ce qui peut être mis en avant. Tout ça, évidemment, c'est au prisme d'une réalité, de l'enseignement supérieur, d'un apprentissage qui est de plus en plus cher, qui est de moins en moins financé. On va voir ce que les entreprises vont faire. Cette année, en tout cas, depuis qu'on est ouvert à l'apprentissage avec les fichiers RNCP que je vous ai montrés, on a des apprentis, et ça, c'est super, on a un vrai 360, on a des apprentis chez Puma et Lacoste. Je ne sais pas à quel point la RSE est présente chez eux, si on mettait un petit pourcentage, comme je vous le fais sur mes cours. En tout cas, on a aussi une apprentie au GDOS du 78 sur la RSE à l'échelon du territoire des Yvelines dans le sport. Donc là, on commence à se dire, ok, ça y est, les sujets arrivent et beaucoup d'acteurs s'en emparent, et vivement que ce soit la totalité de ces acteurs. Et puis, tout ça, c'est en se disant qu'évidemment, on partage les informations, donc coucou le shift, je ne sais pas où tu es, mais évidemment, on essaye de rester au contact des acteurs, de les aider, d'apporter quelques clés de lecture, et sachez que voilà, moi, les candidats que je vois passer pour arriver au MOS, c'est pas la priorité, je leur demande toujours, mais maintenant on est au moins à 2 sur 3 qui veulent rejoindre le programme que je dirige et pas un autre dans une autre école, parce que le R, parce que la responsabilité. Évidemment, il y aura toujours un tiers qui viennent plutôt pour des grandes marques ou des grands clubs que j'ai pu citer et qui sont peut-être un peu moins responsables. Dans l'idée, il y a des grands événements notamment. On a une fibre événementielle chez Audencia parce qu'en dehors du MOS, certains ont peut-être déjà couru le triathlon Audencia La Baule. Généralement, on dit le triathlon de La Baule. On a oublié qu'en fait, c'est une association étudiante qui organise un triathlon à 7000 dossards sur 2 jours, depuis très très longtemps maintenant. Dans l'idée, voilà, l'événementiel, on le retrouve beaucoup chez, notamment au MOS, et donc ces étudiants qui étaient chez P2024, qui peut-être iront dans les Alpes très prochainement, mais j'ai fait exprès de mettre les 2 visages de Monsieur Gros-Piron, quoi. Il y a celui qui gagne, mais on espère que celui qui n'est pas en habit de ski va aussi gagner les paris et les enjeux qu'on a tous en tête. Voilà, espérons. Et qu'en tout cas, il y aura sûrement, c'est sûr, dans ce COJO, il y aura des Master MOS, il y aura des alumni Audencia. On espère qu'ils apporteront la bonne parole sur les thématiques qui sont évoquées depuis hier. Pour ensuite finir voilà, sur un marché du travail, comme je le disais. Nous, on titre à Bac plus 6, quelques rares Bac plus 5 qui sortent du MOS. Voilà, on est sur de l'enseignement supérieur et on essaye de faire en sorte qu'il y ait des jobs partout. On essaye de communiquer, que soit nos apprentis, soit en post-programme, ils puissent aller porter la bonne parole. Ils vont être très très bons en sponsoring, ils vont être très très bons en marketing, ils vont être très très bons en finance et en création et organisation d'événementiels. Le but du jeu maintenant, c'est que cette responsabilité aussi, ils puissent la diffuser partout dans le milieu du travail en lien avec le management du sport.
Je finis juste avec ça, on n'est pas forcément responsable. C'est moins le monsieur avec le 23, moi, qui me plaît, c'est celui que vous voyez de face, grand entraîneur de la NBA, et qui disait que « awareness is everything, being aware is more important than being smart ». J'essaye, moi, de faire en sorte que mes étudiants soient et smart et aware. Merci. Merci Olivier. Merci Olivier. Christophe, tu enchaînes, représentant le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, et tu vas nous présenter une formation particulière, le diplôme de Stadium Manager. Oui, tout à fait. Alors, je suis admiratif des pourcentages dédiés à la RSE, au MOS. Nous, c'est beaucoup moins, donc mais on essaie de faire notre part, comme le colibri. Donc, je vais venir vous parler d'une pratique. Alors, on parlait hier de bonne pratique. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais c'est une pratique en parlant de ce qu'on fait au CDES. Donc, au CDES, on a plusieurs activités, mais l'activité vraiment originelle de notre structure, donc CDES pour Centre de droit et d'économie du sport, l'activité originelle, c'est la formation. Puisqu'on s'est lancé sur le marché de la formation, même si on est une formation universitaire rattachée à l'Université de Limoges, donc un peu différente, avec la création d'un Master 2 en droit et en économie du sport en 1984. Et aujourd'hui, on a développé de façon assez importante cette formation, puisqu'on a 5 formations diplômantes et des formations certifiantes, notamment une formation sur le management stratégique de la crise dans le sport, la crise s'entendant avec une acception très large. Ça peut être la crise dans la gestion des flux de supporters, mais aussi une crise climatique. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une inondation d'un terrain de sport, par exemple un terrain de basket 3-3 à Paris 2024 ? Voilà, c'est un de nos étudiants qui était en charge du basket à Paris 2024, enfin, un de nos anciens étudiants. Et donc, ça fait partie de la gestion de crise. Donc, on essaie, dans nos contenus de formation, d'intégrer différents éléments. Et ces formations, elles s'adressent à différents types de publics. Des étudiants en formation initiale, donc qui viennent finir leur cursus par un bac+5 en Master 2, mais qui viennent aussi se former dans le cadre de la formation professionnelle continue à travers tous les exemples que vous avez là, donc avec d'anciens sportifs et sportives ayant été professionnels, avec aussi des gestionnaires d'enceintes sportives, et c'est un petit peu plus là-dessus que je vais centrer mon propos. Donc, cette activité de formation originelle, elle nous pousse, puisqu'on a lancé ces activités en 1984, alors c'était pas moi, j'avais 1 an en 1984, donc c'est pas moi qui dispensais les cours, mais elle nous pousse aussi à être en adaptation permanente, parce que le sport tel qu'on le pensait en 1984 n'est pas tout à fait le sport tel qu'on doit le penser en 2025, et donc il faut s'adapter à un cadre législatif ou réglementaire qui évolue, qui est mouvant, qu'on contribue d'ailleurs un peu tous à faire évoluer, et puis aussi anticiper les tendances de fond. Et donc ces sujets de RSE, ces sujets de comment on pense le sport dans un monde qui se réchauffe, qui se transforme, etc., sont des sujets qu'on évoque depuis très longtemps, plus sous l'angle des économistes, parce qu'on n'est pas dans le moule mainstream, donc on a pensé ces sujets-là depuis longtemps. Donc, moi, j'ai suivi les enseignements d'un économiste qui s'appelle Jean-Jacques Gouguet, qui intervient depuis très longtemps sur ce sujet en disant « attention, on va vers des choses irréversibles qui vont transformer la société et donc forcément transformer le sport. Il faut donc anticiper. » Et donc on essaye, à notre échelle, de les intégrer dans nos contenus de formation. Et donc, on essaye de le faire. Historiquement, on l'a pas forcément toujours très bien fait, et c'est pas forcément toujours suffisamment fait dans les formations qu'on délivre. Donc, voilà, on essaye de s'améliorer, mais il faut certainement faire encore plus, et ça sera d'ailleurs l'objet de ma conclusion. On a quand même eu l'opportunité très récemment de pouvoir faire plus et de pouvoir faire mieux, notamment donc au début des années 2020. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi la pression de nos participants aux formations, en particulier les plus jeunes, mais pas seulement. On trouve aussi quelques professionnels qui se rendent compte que la façon dont ils ont exercé leur métier pendant 10, 15, 20, 25, 30 ans, elle n'est plus forcément très opportune aujourd'hui et qui se rendent compte qu'il faut changer. Et donc on a des gens parfois de 40 ou 45 ans qui sont résolument convaincus qu'il faut s'attaquer à ces sujets de RSE et qui viennent aussi avec ça. Donc on a une pression de la base de nos étudiants pour dire vous ne pouvez pas continuer à avoir des contenus de formation qui sont très bons sur le plan technique, on espère, mais qui sont centrés sur les aspects très techniques du droit, de l'économie et de la gestion du sport. Il faut aussi intégrer les enjeux de RSE. Et donc, on a eu l'opportunité de le faire en se posant plusieurs questions, ce qui nous a amené à avoir une phase de test et de pilote sur l'un de nos diplômes. Alors, on s'est posé plusieurs questions. La première qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce qu'il faut qu'on crée un nouveau diplôme ? On en a 5 aujourd'hui, on en avait un en 1984. On s'est dit, on peut peut-être en créer un 6e avec l'Université de Limoges. Nous, on est très attachés à cet aspect universitaire. On s'est dit, pourquoi pas créer un diplôme universitaire à la formation à l'éco-responsabilité dans le sport ?
Ça nous a amené à nous poser plusieurs sous-questions. La première était de savoir qui allait le porter. Créer des diplômes universitaires, c'est pas toujours évident par les temps qui courent quand on est plutôt à la recherche d'économie. Ça nous a posé la question de la crédibilité scientifique. Voilà, je pense que pour délivrer des contenus sur l'éco-responsabilité, il faut être crédible, et donc il ne faut pas juste se former de façon parcimonieuse, mais il faut être voilà, quelqu'un d'expert, et donc ça nous a vraiment guidés. Le temps disponible pour aussi développer ces activités-là. On a aussi la planète est finie, mais le temps est aussi fini, donc les journées ne font que 24 heures, donc il fallait aussi pouvoir se poser là-dessus. La question du cadre administratif et la volonté d'agir. Alors ça, c'est vrai que c'est un élément fondamental, ça a été rappelé d'ailleurs sur une des slides, on en a parlé hier. Il y a une vraie volonté chez nous, impulsée par la direction, et je pense que c'est valable pour toutes les organisations. Si la direction impulse, c'est pour moi une condition nécessaire pour pouvoir véritablement engager toute une organisation dans le changement. Donc chez nous, c'était valable, puisqu'il y avait une volonté de la hiérarchie, même si, d'un point de vue générationnel, on a aussi pu avoir quelques résistances en interne, comme on peut tous en expérimenter. Donc plutôt que de créer un diplôme, on est arrivé à cette première conclusion, qui était de dire on va peut-être plutôt modifier l'une de nos maquettes, ou toutes nos maquettes. On a rentré sur l'une de nos maquettes, la théorie des petits pas, pour s'engager sur ce sujet-là, plutôt que de créer un premier diplôme. Donc deuxième question qu'on s'est posée, d'accord, on prend un diplôme, comment est-ce qu'on modifie les contenus? Modifier les contenus, c'est pas si évident en fait, parce que déjà il y a des calendriers dans lesquels on peut modifier des contenus de formation universitaire, alors même si on peut toujours jouer un peu entre les lignes, mais on a des contenus qui sont vraiment établis d'un point de vue universitaire, qui sont aussi validés, et donc c'est pas toujours évident de faire évoluer ces contenus-là, qui ont fait leurs preuves d'un point de vue technique, hein, je veux dire, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un gros réseau de diplômés qui irrigue le monde sportif, mais c'est pas toujours facile de faire évoluer des contenus qui sont établis et qui sont plutôt qualitatifs. On a déjà beaucoup d'informations à transmettre, voilà, il y a des attendus, il y a des maquettes, et donc il y a déjà beaucoup de choses à transmettre, donc c'est pas toujours évident de rajouter les choses, on en a parlé hier dans les ateliers, et donc on a plutôt fait le choix d'intégrer toute la dimension RSE dans des contenus, en les colorant et en les abordant de façon résolue avec cet angle de la RSE, plutôt que d'ajouter des contenus spécifiques. En fait, on a un peu fait les deux, mais on est plutôt rentré par ce canal-là. Et puis on a aussi le sujet de l'expertise scientifique et de la consistance à préserver. C'est vrai que pour nous, c'est toujours un peu difficile ce sujet-là, parce qu'on a la chance d'avoir des diplômés qui sont un petit peu partout dans le sport français et international. Donc à quel moment est-ce qu'on est crédible et est-ce qu'on est consistant en disant voilà, on va aborder le sujet de la RSE, etc. Et puis derrière, quand on félicite l'un de nos étudiants qui obtient un poste à la FIFA ou à la FIA, qui ne sont pas tout à fait des organisations qu'on dirait 100% responsables. Donc on a un sujet à la fois d'injonction contradictoire, je crois qu'on en parlait de ça hier, mais de dualité à gérer qui n'est pas toujours très évident. Donc la conclusion 2, c'est qu'on a plutôt évolué, enfin c'était d'ailleurs la conclusion 2, c'était finalement on ne devrait pas évoluer parce que c'est plus facile de rien faire, mais pourtant on a quand même essayé de le faire. Donc on a essayé d'agir et on s'est posé la question de savoir pourquoi. On a eu une opportunité, c'est qu'on avait l'un de nos diplômes, le Stadium Manager, donc c'est un diplôme de gestionnaire d'enceintes sportives, salle, stade, arena, qui devait refaire sa maquette et qui en plus était un peu en fin de cycle. Il a été lancé en 2006, c'était l'époque des bâtisseurs. En 2006, il y avait peu d'infrastructures sportives, alors elles ont peut-être été très mal construites et mal paramétrées. En tout cas, on était en 2006 plutôt dans une optique où il fallait construire des salles, construire des stades, et aujourd'hui on est plutôt au temps des exploitants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise ces salles et ces stades et comment on les exploite avec une entrée beaucoup plus RSE. Donc on avait à la fois le changement de maquette, le changement de prisme et un diplôme qui devait revoir en profondeur un petit peu ses contenus. On avait une vraie volonté d'agir de la part des deux co-directeurs de cette formation, donc Guillaume Gouze et Philippe Clermontaille, qui vraiment étaient résolument convaincus qu'il fallait changer la façon dont ce diplôme était délivré, et la volonté aussi de pouvoir agir en fonction de notre ADN. Nous, on estime qu'on a toujours été un peu innovant, on a essayé d'anticiper des grandes tendances du sport pour faire évoluer les contenus, voire pour créer des formations qui n'existaient pas. Voilà, le diplôme en 2006, enfin le diplôme le Master 2, le DESS en 1984, il n'y a pas de formation dans le sport du tout. On est tout seul pendant très longtemps, donc ça nous a donné aussi une rente de position. Le Stadium Manager, il n'y en avait pas en 2006. La reconversion des sportifs et des sportifs professionnels, ce n'était pas un sujet. Bref, on a toujours fait évoluer des formations et créer des formations pour combler des manques. Et donc, on a voulu le faire en respectant ça et en ayant le sentiment qu'on avait vraiment tout à gagner, parce qu'il fallait vraiment
vraiment changé cette formation et ces contenus qui pouvaient donner l'impression d'être un diplôme de pollueur. Voilà, on parle de salles, de stades, donc des BTPistes, du béton, etc. Enfin, il y a tout ce à quoi ça renvoie. Donc on avait vraiment tout à gagner à engager ce changement-là, et aussi en répondant à la demande de nos étudiants, comme je le disais tout à l'heure. Donc on a plutôt changé ça, et on a essayé de ne pas essayer de convaincre des convaincus, c'est toujours plus facile, mais plutôt d'aller chercher des gens qui au départ sont assez éloignés de ces sujets-là pour les embarquer avec nous dans les changements. Donc quelles actions concrètes? Je ne vais pas tout développer, mais en fait on a vraiment essayé d'injecter de la RSE dans tous les contenus. Alors je disais, on n'a pas fait d'intervention spécifique, c'est un peu faux, on en a fait. On fait intervenir des gens, effectivement, Sport 1.5, dont on a déjà parlé, Écolosport aussi. Nos camarades d'IPAMA n'interviennent pas encore, mais on va le faire, puisqu'on est un peu tous bordelais, donc on va essayer de le faire. On va essayer de mettre des contenus dédiés à la RSE et comment on a un management responsable des salles, des stades et des arénas. On a effectivement mis fin à une session qu'on organisait au Portugal, qui était pas responsable du tout, puisqu'en fait, on déplaçait toute la cohorte de France au Portugal, donc c'était pas vraiment responsable. Quand on se déplace en France, on le fait tous en train, mais quand on se déplace au Portugal, c'était plutôt en avion. Sur les transports, effectivement, on a mis en place des politiques de transport avec l'utilisation de transports collectifs, avec l'utilisation des transports en commun quand on se déplace dans les villes. Voilà, c'est plus de taxis, on essaye au maximum de décarboner. Sur la restauration, voilà, c'est des petits exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, on a vraiment essayé d'enclencher ça, et aussi par la pédagogie, expliquer voilà, de façon vraiment claire aux participants pourquoi on s'est engagé dans cette démarche et pourquoi aujourd'hui c'est plus un choix mais une obligation que de pouvoir aussi aller là-dedans. Et donc on aimerait maintenant passer à l'étape suivante, c'est aussi pouvoir faire le bilan carbone de cette formation. Alors on aurait peut-être dû le faire en amont et le refaire en aval pour voir pour évaluer finalement si nos efforts avaient produit des effets. On le fera en ex post. Là c'est vraiment la façon dont on a transformé certains contenus. Voilà, je disais, vous avez les 10 sessions de formation, et donc là vous avez quelques exemples d'interventions RSE qui sont sur chacune des sessions. On en a mis partout. Nous, l'idée, c'est pas d'avoir des formations très théoriques avec des contenus, on a des contenus académiques, mais c'est aussi d'avoir des gens de terrain qui viennent expliquer de façon très concrète comment on peut engager des choses et comment, au niveau d'une organisation sportive, on peut faire des choses au niveau d'une stratégie RSE. Donc vous avez ici des exemples avec l'OL, avec la reconversion d'une station de ski, un sujet effectivement majeur. Enfin voilà, je vais pas tout détailler, mais vous avez effectivement un petit peu les sujets, comment ils ont été abordés et la transcription concrète que ça a pu avoir. Et donc je disais que j'étais admiratif des 60, 80, voire 90%, je ne sais plus combien c'était de pourcentage au MOS. Nous, ça n'est que 15%. Mais c'est déjà 15%. Je pense qu'on n'était pas loin d'être à zéro il n'y a pas longtemps. Donc, félicitations. Un jour, on sera à 90. Voilà. Et donc, avec la priorité de pouvoir vraiment favoriser tous les savoir-faire et de répondre aussi à l'enjeu majeur qui est l'employabilité de nos participants, avec l'envie que ces participants-là, ils aient un certain nombre de valeurs, alors avec ce terme un peu galvaudé, mais qui puissent être aussi voilà, les ambassadeurs. Là, on se rejoint vraiment sur le sujet. C'est que quand ils exercent leur métier demain, ils l'exercent avec ce fameux R de responsable et donc avec une entrée beaucoup plus marquée sur la RSE. Je conclus, je crois que je suis dans les temps, en disant que effectivement aujourd'hui c'est plus souhaitable, mais enfin c'est toujours souhaitable, mais c'est aussi possible de faire évoluer des contenus. Donc ça, je trouve que notre diplôme de Stadium Manager, avec 2 co-directeurs très moteur sur le changement, ça nous donne vraiment un exemple de montrer en interne que c'est possible, et donc ça nous montre que pour tous nos autres diplômes, et plus globalement pour toutes nos autres activités, sans forcément révolutionner la structure, on peut faire plus, on peut faire mieux, avec moins. Et donc ça, c'est un super exemple pour nous à l'interne pour aussi convaincre les quelques réticents que j'évoquais dans mon propos introductif. L'enseignement, effectivement, c'est ce que je disais sur le Stadium Manager, c'est que finalement, on aurait presque pu faire un bilan carbone. Alors, on peut en faire un général au niveau de notre structure, mais on aurait pu le faire sur le Stadium Manager en ex-ante, voir combien on émettait, et puis ensuite voir en ex-post pour le faire, pour évaluer les effets, cette dimension un peu évaluative. Je pense qu'il aurait fallu le faire. Peut-être que si on doit faire ça au niveau d'une nouvelle formation, donc de l'une de nos 4 autres formations, on le fera comme ça, avec un bilan carbone en amont et en aval pour voir les effets. Et puis, je disais, je ne vais pas vous donner de leçons et vous dire ce qu'il faut faire en donnant l'impression qu'on est hyper vertueux et les meilleurs du monde. Si vous vous connaissez un peu, vous savez aussi qu'on a des activités de formation, notamment des formations internationales, qui sont assez peu compatibles avec le changement climatique et avec l'objectif surtout de réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, il faut aller encore plus loin. Et ça, c'est
vraiment le souhait que moi j'aimais, alors à titre très personnel, mais je vais essayer d'embarquer les gens autour de moi, puis on est quelques-uns à vouloir les embarquer, pour aller plus loin sur toutes nos formations, pour voilà, les changer. Mais les changer, ça veut dire aussi changer la façon dont on les organise, dont on les délivre, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est un impératif. Donc il faut qu'on aille vers ça, ce qui pose plein de questions, mais je ne désespère pas qu'on y arrivera. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Christophe.